8h. Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, 2 conflits qui ne retombent pas à la SNCF. Des syndicats très énervés hier soir à la sortie du ministère des Transports. La grève reprend demain soir. À l'université, occupation, blocage et menaces sur la tenue des prochains examens. Nous irons à Nancy. Un régime de plus en plus autoritaire au cœur de l'Europe, la Hongrie, qui devrait reconduire Viktor Orban dimanche pour un 3e mandat. Ce sera l'enquête du 8h avec notre envoyé spécial à Budapest, Théo Manval. Au Brésil, Lula, tout près de la prison, arrestation imminente de l'ex-président, icône de la gauche. Dans ce journal, nos formations professionnelles qui ne seront plus comptées en heures, mais en euros. Et puis quart de finale de Coupe Davis, Italie-France à Gênes, avant un projet de réforme qui ne passe pas. 8h15, notre invité Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, en congrès ce week-end à Aubervilliers. Le PS peut-il renaître ou va-t-il continuer de s'effilocher ? Parfois, ça ressemble à une ZAD. Et d'ailleurs, on peut croiser d'anciens zadistes dans ces amphis surchauffés qui votent à la fois le refus de la sélection, la démission d'Emmanuel Macron et le 10/20 minimum, la moyenne automatique à tous les partiels. Des foyers d'agitation encore minoritaires, mais qui ont gagné hier encore plusieurs universités. À Nancy, blocage reconduit sur le campus Lettres et Sciences Humaines où sont inscrits 8000 étudiants. AG survolté, suivi pour Europe 1 par Arthur Mbaché. 2 amphis côte à côte, le plus rempli l'emporte. Ici, c'est comme ça qu'on vote. Un amphi pour les bloqueurs, l'autre pour les anti-blocages. À chaque entrée, des étudiants comptent. 297. Le blocage l'emporte assez largement lorsque 2 opposants surgissent chez les vainqueurs, carte d'étudiants à la main, au bord des larmes. Vous avez des lycéens avec vous, des cheminots, des gens qui sont pas étudiants, ils ont rien à faire là. Parce que sinon moi je ramène une bande de copains et c'est réglé, hein. Je ramène tous mes coéquipiers du club de foot. Moi j'ai mon master à avoir, je vais pas me faire niquer mon année pour des petits branleurs qui veulent pas aller en cours. Un peu plus tôt, ambiance pas tellement plus chaleureuse pendant les débats de l'Assemblée Générale. Mais je suis étudiant, ça me concerne, ta gueule. Un cheminot, incarnation de la convergence des luttes espérées par certains, vient de prendre la parole devant les 1200 étudiants. Je m'en fous des cheminots, je suis désolée mais c'est vrai. Toi, tu t'en fous, il y a combien de personnes qui ont applaudi? Vous êtes 10 là, vous êtes minoritaires, vous savez, vous êtes en train de perdre. Parmi les orateurs très applaudis, un jeune insoumis qui dit son opposition à toute forme de sélection à l'entrée de l'université. Moi j'ai mon collègue de boulot qui vient de Bac Pro et il est doctorant en sociologie aujourd'hui. Voilà la réalité. Et puis il y a eu ce moment étonnant à la tribune quand un jeune homme très chevelu, très barbu et qu'on a déjà rencontré à la ZAD de Bure, pas très loin d'ici dans la Meuse, entame un poème en alexandrin. Dans la France, Nancy incarne une espérance. Voilà. Nancy, Arthur Mbaché, Europe 1. Voilà Nancy, les examens auront lieu, assure le Premier ministre Édouard Philippe qui dénonce une mainmise de l'extrême gauche. Pendant ce temps, à la SNCF, les syndicats haussent le ton. Une mascarade de concertation, ont-ils dit à la sortie du ministère des Transports hier soir. Éric Santinelli de Sudrail. Il est clair que 2 jours de grève pour le gouvernement, ça suffit pas pour pouvoir le faire plier. Aujourd'hui, le gouvernement nous annonce non seulement que les cheminots perdront leur statut, mais aussi qu'il met en place une holding avec 3 sociétés anonymes, SNCF Mobilité, SNCF Réseau et Gare et Connexion. Voilà, on est donc dans un schéma complètement libéral qui fait que demain, la société publique va disparaître. On verra dans les jours qui viennent, je l'ai dit, et on verra la semaine prochaine dans les assemblées générales comment il faut organiser le mouvement pour être entendu. La responsabilité, elle est du côté du gouvernement, il faut durcir le mouvement. Propos recueillis par Mathieu Bock, la grève reprend demain soir à 20h, mais l'opinion est partagée. 57% des Français jugent que le mouvement des cheminots n'est pas justifié, d'après Odoxa pour le Figaro, mais 51% pensent que le gouvernement doit tout faire pour éviter la grève, quitte à renoncer à certains points de sa réforme. Et puis d'après un autre sondage, Elab pour les Échos, 76% des personnes interrogées estiment que l'ouverture à la concurrence serait une bonne chose pour les usagers. En attendant, c'est le début ce soir des vacances de printemps de la zone A, Besançon, Bordeaux, Clermont, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers. Et le covoiturage a fait un bond pour le début de la grève SNCF. Blablacar a enregistré quelques 10 000 nouveaux inscrits et ces trajets ont triplé mardi dernier, 184 000 trajets, même si la demande était 2 fois plus forte. Europe 1, il est 8h04. La liberté de choisir son avenir professionnel. C'est comme ça que le gouvernement a nommé son projet de loi sur l'apprentissage, l'assurance chômage et la formation. Mesure détaillée ce matin par la ministre Muriel Pénicaud. Parmi les points de crispation avec les syndicats, la réforme du compte personnel de formation. Jusqu'à présent, il était garni en heures. Bientôt, ce sera en euros. Qu'est-ce que ça va changer ? François Geffrier est allé dans un centre de formation à l'anglais. Nous sommes en plein centre de Paris et c'est en anglais qu'on discute dans cette salle de cours.
photography? Photography? Yes. Or photo album? Yeah. Photo album, yes. Julien, 21 ans, salarié dans un magasin, a obtenu 33 heures de formation, mais il aurait préféré avoir un budget en euros. Une formation, elle peut coûter beaucoup plus cher à l'heure qu'une autre, alors que si tu as un budget prédéfini, tu sais très bien sur quoi tu peux t'orienter. Je pense que c'est peut-être plus simple à comprendre qu'un nombre d'heures. Malika, 54 ans, sait qu'avec la réforme, elle n'aura plus pour se former que 500 € par an, comme la plupart des salariés français, et donc elle y perdra. Je sais que ma formation elle coûte dans les 4 800 €, mais vraiment si j'ai 500 € au prix actuel des formations, parce que moi donc je suis référente financière, je connais un peu les prix, on fait pas grand-chose. Le patron de cet organisme de formation, Wall Street English, pense que la réforme est bonne, mais Nathanael Wright redoute que les débuts soient un peu compliqués. On risque d'avoir une très mauvaise surprise au départ. On ne sait pas à quel taux les heures vont être converties en euros. C'est un vrai problème pour un gouvernement qui dit qu'il veut accélérer l'accès à la formation. Et il conseille même à ceux qui ont des heures en stock sur leur compte personnel de formation de les utiliser maintenant car elles risquent de valoir moins cher demain une fois converties en euros. Reportage de François Geffrier. Un plan et de l'argent pour l'autisme. 340 millions d'euros. Édouard Philippe, cet après-midi, devrait s'engager sur la scolarisation de 100% des enfants autistes à la rentrée 2021. Et puis, autre annonce à venir, le gouvernement va consacrer plus d'1 milliard d'euros au développement de l'agriculture biologique. Daniel Fortin, l'objectif est de doubler les surfaces cultivées. Oui, pour l'instant, on estime à un peu plus de 6% la part des terres cultivées en bio en France. L'objectif est de passer à 15% d'ici à la fin du quinquennat. C'est un effort important, mais nécessaire, car la demande explose. Le marché a progressé de 17% l'an dernier. Il devrait dépasser les 8 milliards d'euros et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Tout simplement parce que le bio est devenu une priorité pour les grandes surfaces alimentaires. Elles en mettent plein leurs rayons et du coup, elles décuplent la demande. Mais est-ce que ce plan suffira à y faire face? Alors sans doute pas. Et il faut savoir que même si les surfaces agricoles bio ont été multipliées par 6 en 10 ans, leur rendement est très insuffisant car elles sont trop petites et la conséquence, c'est que la France importe aujourd'hui 30% de ses besoins en bio. C'est un taux qui pourrait rapidement progresser si on n'augmente pas les surfaces, d'où ce plan entièrement destiné à accélérer la conversion des agriculteurs. Mais il faudra aller plus loin et aider les fermes bio à se regrouper pour augmenter leur taille, donc leur rendement, avec un risque, celui de revenir à une forme d'agriculture intensive qui serait évidemment contraire à l'esprit même du bio. Daniel Fortin, des Échos, merci. Jean-Vincent Placé, toujours en garde à vue. L'ex-secrétaire d'État et ex-sénateur écologiste avait été interpellé avant-hier à la sortie d'un bar parisien. Il était en état d'ivresse, avait insulté une jeune femme ainsi que le videur du bar et les policiers venus l'arrêter. Dans un instant, la suite. Élections législatives en Hongrie. Est-ce encore une démocratie? Et puis le tennis, la Coupe Davis, Italie-France ce week-end et du changement en vue dans l'organisation. Europe 1, 8h07. Europe 1. 8h08, la suite du journal. Patrick Cohen. Élections législatives en Hongrie dimanche. Question, Viktor Orban va-t-il rempiler pour un troisième mandat après 8 ans déjà à la tête d'un régime de plus en plus autoritaire? La Hongrie est-elle en train de devenir une dictature en plein cœur de l'Union européenne? C'est l'enquête de 8h. Bonjour Théo Manval. Bonjour. Envoyé spécial d'Europe 1 à Budapest. Depuis 2008, Viktor Orban a entamé une véritable guerre contre la société civile. Absolument. Rien ne doit exister en dehors de son système de pensée. Dans la presse d'abord. Ces dernières années, Orban a lancé une vaste offensive contre les médias. Ses proches ont racheté presque tous les quotidiens régionaux, certaines radios et le plus grand journal d'opposition où travaillait Miklos Argitai a fermé ses portes soudainement en octobre 2016. C'est la tactique du gouvernement. Les médias dont ils ont besoin, ils les rachètent. Les autres, ils les suppriment. Depuis la loi de 2011, les tribunaux peuvent aussi nous condamner très facilement pour ce qu'on écrit dans nos articles. On doit payer des amendes jusqu'à 30 000 €. Donc si ce gouvernement reste au pouvoir, je ne suis pas sûr qu'il ait encore longtemps des journalistes indépendants. La Hongrie a d'ailleurs dégringolé au classement mondial de la liberté de la presse. Elle a perdu près de 50 places en 10 ans. Et Viktor Orban mène aussi la vie dure aux ONG, aux religieux. Oui, à tous ceux en fait qui viennent en aide aux migrants qu'il a érigés en ennemis de la nation. Il a par exemple coupé les vivres à des centaines d'institutions religieuses qui ouvrent leurs portes aux réfugiés, notamment la communauté évangélique du pasteur Gabor Ivani. Il a supprimé notre statut de congrégation religieuse. On a perdu 5 millions d'euros de subventions, la moitié de notre budget. Maintenant, on a du mal à payer nos factures et nos dettes s'accumulent. Orban veut nous intimider parce qu'il ne supporte pas qu'on pense différemment. Tous les tyrans veulent ça. Un tyran, dit ce pasteur, qui a aussi fait main basse sur la culture et l'éducation.
Exactement. Des passages sur les migrants, menaces pour la Hongrie sont apparus dans des manuels scolaires du collège. Et surtout, Orban a fait nommer des chanceliers dans chaque université pour contrôler la gestion de leurs finances. Mais en fait, ça permet de contrôler le contenu de ce qui s'y enseigne, explique Zoltán Fleck. Il est le doyen d'une grande fac de droit de Budapest. On a besoin de progresser sur le droit constitutionnel, mais le gouvernement a décidé qu'il ne financerait que des programmes sur le droit de la famille. Un chancelier peut aussi avoir un message du Premier ministre qui lui dit « Ce prof-là est trop critique envers le gouvernement ». On fait fermer son département et ça suffit à tuer l'état de droit en Hongrie. Et un détail que rappellent les opposants, la Hongrie n'est déjà plus une république puisque le mot république a été supprimé de la Constitution lors d'une réforme en 2012. Enquête du 8h signée Théo Manval, envoyé spécial d'Europe 1 en Hongrie. Les carnets du monde de Sophie Larmoyer reviendront ce soir à 19h sur les législatives de ce week-end en Hongrie. Au Brésil, un juge ordonne l'incarcération de l'ex-président Lula qui a maintenant 24 heures pour se présenter aux autorités. Lula, condamné à 12 ans de prison pour corruption, pourrait malgré tout se présenter à la prochaine présidentielle d'octobre et faire campagne en détention. Le tennis, le défi des Français, ils retrouvent la Coupe Davis remportée l'an dernier, quart de finale à Gênes en Italie à partir d'aujourd'hui et profiter de l'ambiance car l'an prochain l'épreuve pourrait changer radicalement. Fini les déplacements chez les uns et les autres pour des week-ends enflammés. La Coupe Davis pourrait se dérouler sur une semaine en terrain neutre. L'idée c'est de faire revenir les meilleurs joueurs mais les Bleus ne veulent pas de cette réforme. Corinne Boulot est à Gênes pour Europe 1. À la vue de ce cadre bucolique, ce court et ses gradins de 4000 places seulement, entourés de pins sur les hauteurs de Gênes, il y a de quoi penser que la Coupe Davis perdra son âme à jouer une semaine fin novembre en terrain neutre, sans doute en Asie. Ce quart de finale illustre parfaitement l'esprit de cette compétition dans une ambiance électrique, un format en danger donc qui attriste Nicolas Mahut, pour qui le grand perdant dans cette histoire est bien le tennis. C'est malheureux quand on a une compétition comme celle-ci qui est centenaire, on ne peut pas la mépriser de cette manière-là, on ne peut pas, sous prétexte que ça va rapporter plus d'argent, faire tout et n'importe quoi. Il faut respecter les traditions, il faut respecter l'histoire du jeu. Et je pense quand on va voir ce week-end, encore une fois, c'est le meilleur exemple pour justement sauver cette compétition. Combien de fois on joue dans des vrais clubs de tennis? Combien de fois on va trouver cette atmosphère-là? Je pense que si on va jouer en Asie, dans un certainement très beau stade, on perdra tout l'attrait de cette compétition. Les Français, à l'image de Lucas Pouille, prêts à boycotter la nouvelle formule, sont vent debout. Mais leur fédération estime qu'une réforme, peut-être pas aussi radicale, est nécessaire pour faire revenir les meilleurs joueurs. Aujourd'hui en Europe, il se dit que seules l'Allemagne et l'Espagne pourraient voter contre en août prochain. Gênes, Corinne Boulou, Europe 1. Premier match de ces quarts de finale à 11h30 entre Lucas Pouille et l'Italien Andreas Seppi. Europe 1.